Bonjour Eliezer, ça va Bonjour, Eliezer? ça va, très bien. Alors Eliezer, nous allons aborder dans cette vidéo un thème particulier, toi et ce que tu es devenu, c'est-à-dire que tu es juif, tu es noir et tu es converti. Alors ça fait beaucoup Ça à la fait beaucoup fois. à la fois. Je voudrais que tu nous racontes un peu ton expérience. Je vais te poser des petites questions et je voudrais que tu présentes ton parcours. Et je voudrais que tu poses la question justement du rapport aussi de l'Afrique, tu peux en parler, de la couleur de peau, par rapport à la vision au judaïsme notamment, par exemple, et toi-même et ta vie personnelle en tant que converti et ton amour pour le judaïsme. Alors ma première question, tu t'es converti au judaïsme, c'est bien ça? Ouais. Je me suis converti il y a maintenant, en 2014, donc ça fait 6 ans. 6 ans 6 de ans. conversion maintenant. D'accord, Juillet 2014, juillet le 25 précisément. d'accord. Et voilà, ça fait 6 ans. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, toi, de par tes origines, ton parcours familial, ton environnement, tes parents, tu as décidé une conversion au judaïsme? Est-ce que tu parlais brièvement et expliquer la motivation de se convertir au judaïsme? Parce qu'on sait que la conversion au judaïsme, c'est pas facile. La conversion à l'islam, au christianisme, à la rigueur, ça se passe en quelques minutes. Il suffit d'être baptisé ou de reconnaître que Mohamed est le dernier des prophètes. Mais toi, pourquoi tu as choisi la voie du judaïsme? Alors moi, j'ai choisi la voie du judaïsme, d'abord, c'était une démarche intellectuelle, spirituelle, mais aussi intellectuelle, parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, ma mère plutôt protestante, proche des évangélistes des Antilles, plutôt adventiste, on va dire. Ils ne faisaient pas le Shabbat, parce que les adventistes font un Shabbat aussi chrétien, mais Ah, d'accord. oui, il y a un Shabbat, mais ils portent, ils font certaines avérotes que nous, les Juifs, on ne fait pas, mais ils Avérote, font alors il faut préciser les bien pour ceux avérotes, qui nous... c'est des transgressions, comme Transition, porter péché, c'est des ça? petits trucs comme ça, ouais, Voilà, d'accord. que la loi orale préconise de ne pas faire. D'accord. Bon, après, sans rentrer dans les détails, donc moi, ma mère, elle était protestante, mon père plutôt catholique rigoriste. C'était l'héritage des Français qui sont venus après la Première Guerre mondiale, ouais, puisque le Cameroun était une colonie d'abord allemande. Les Français sont venus avec les missionnaires. Donc moi, mon grand-père, il était à Mvolier, une ville qui s'appelle Mvolier, c'est à côté de Yaoundé, et donc il a été formé par les missionnaires. Donc mon père, il a grandi dans ça. Donc, Missionnaire catholique, hein? catholique, voilà. Catholique, Catholique, d'accord. pas protestant. D'accord. Et donc voilà, donc moi j'ai grandi dans cet héritage-là. Et puis donc moi, comme j'étais proche de ma mère, c'était plutôt l'Ancien Testament, les psaumes, les psaumes du roi David. Donc moi j'ai vraiment baigné dans ça. D'accord. C'est-à-dire que j'avais pas Rachi, les commentateurs de la Torah juive, de la loi orale, mais j'avais Déjà une une approche au approche du judaïsme d'un point de judaïsme, vue chrétien. voilà, exactement. D'accord. Exactement, c'est Et ça. par rapport à ton père, comment ça s'est passé? Ah, et mon père, donc moi, lui, il était il voulait absolument que j'aille à l'église. Pour lui, c'était important de tout ce processus rituel d'aller à l'église le dimanche, faire sa première communion, le baptême, il a vraiment tenu à ce que je le fasse. Et donc, voilà, donc j'allais chez les bonnes sœurs, j'ai fait mon catèche, comme on dit, mon catéchisme. Et puis voilà, donc il y avait cette confrontation, puisque comme moi j'étais avec ma mère, souvent, c'est les mères qui font l'éducation. Donc mon éducation religieuse, spirituelle venait de ma mère, et puis les rites catholiques, et puis il y a une confrontation, parce que les évangélistes n'ont pas la même vision que les catholiques. Donc j'avais des questions sur Jésus et tout ça. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que voilà comment ça se fait, les 3 semaines de la vie de Jésus, la passion est décrite dans Luc, Jean et Matthieu, le Nouveau Testament. Et j'avais pas de réponse par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie? Et il se disait juif, il s'est jamais dit chrétien. Donc ça m'avait beaucoup frappé. Donc en fait, tu voulais revenir aux sources Revenir aux sources, du exactement. christianisme. Pour toi, le christianisme, c'était juif, en fait, Ouais, d'une voilà, c'est certaine sûr, ouais, manière. bien sûr. Quand on voit les apôtres, ils étaient juifs, Jésus était juif. Donc c'était important de revenir pour moi. J'avais beaucoup de questions qui étaient sur ce point-là, qui étaient pas, dont on m'a pas donné des réponses. Et puis déjà, ça m'avait un peu fait. J'étais un peu réticent par rapport au catholicisme. Donc j'étais beaucoup plus tourné vers les protestants dans ma manière intellectuelle de voir les choses que vers les catholiques. Et comment ont réagi tes parents par rapport à... Est-ce que tes parents ont accepté la conversion? Mon père, il est mort en 96, donc il Mhm. n'a pas eu le temps de voir ma conversion. Mais ma mère, elle a accepté, parce que voilà, bon, c'est comme elle Ouais, dit, l'héritage. Elle savait déjà ce que c'était l'Ancien Testament. Mais bon, après, au niveau des lois juives, bon, c'était un peu difficile au départ, parce que voilà, comme on dit, les lois juives nous donnent l'observation de la cacheroute, cachère, c'est-à-dire l'abattage rituel de la bête dans un mhm. certain abattage,
les Pour ne pas casseroles faire qui fait, souffrir la ouais, bête, on va pas etc. souffrir la bête. Donc, on ne peut pas manger certaines viandes, et puis donc c'était compliqué pour elle. Donc voilà, le fait de. Parce que la transmission aussi entre une mère et son fils, ça se fait par la nourriture. Bien Donc on sûr. ne peut plus Très manger bonne la remarque, nourriture c'est de vrai. sa maman. C'est Ah, vrai. la Et transmission. ton père, comment il aurait réagi de son vivant? Mon père, je pense pas qu'il aurait compris en fait. Il Je aurait pense pas, refusé, ouais, ouais, il voulait que tu sois catholique, en fait. ouais, voilà, en fait, même si, oui, je pense que lui, c'était important pour lui de l'héritage qu'il avait reçu de son père. Et est-ce que tu penses qu'il y a une démarche psychanalytique, justement, dans le sens que ta conversion aussi, c'était peut-être pour t'opposer à ton père qui était parti trop tôt pour toi, puisque tu étais petit, si j'ai bien compris, quand il est parti. Est-ce que pour toi, c'était une manière de t'opposer à son départ, comme si, en gros, il t'avait abandonné et que tu t'étais tourné vers le judaïsme? Ouais, je pense un petit peu. Ouais. C'est Parce ça? que Mhm. d'ailleurs, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, au niveau psychanalytique, il faut savoir que les convertis, on les appelle fils d'Abraham. Abraham, il est D'accord, considéré comme notre père. d'accord. Et il faut savoir que dans l'histoire d'Abraham, il a quitté son père, en fait. Il a quitté son père Ah, pour devenir juif. très C'est intéressant. ça c'est très intéressant. Et c'est ce rapport psychologique, c'est Au vraiment père, l'abandon hyper. du père pour un autre, Pour un finalement. autre, ouais, ouais, exactement. Euh, Pour aller vers l'Erlecha, quoi. Pour aller vers une autre destination, vers une autre vie. D'accord, très bien, oui, effectivement, d'accord. Et alors justement, ton parcours de conversion, alors une question déjà très simple. Beaucoup de gens aujourd'hui, on ne sait pas si le christianisme vit beaucoup en France encore aujourd'hui. Alors c'est un sujet polémique, mais beaucoup de gens ont dit qu'ils se convertissent à l'islam. Et tu m'as dit que tu te convertissais au judaïsme par intérêt philosophique, par rapport aux sources justement du christianisme, par rapport à ton père, ta maman qui était dans le milieu évangélique, pardon. Mais après tout, tu aurais pu te convertir à l'islam ou est-ce que qu'est-ce que tu penses alors, on ne va pas rentrer dans une polémique de juger telle ou telle religion, mais parce que le judaïsme, finalement, est une religion très difficile à se convertir, alors que l'islam, comme on l'a dit au début, Exactement. on se convertit en 5 minutes. Alors, explique-moi ton parcours en lui-même de conversion, parce que l'islam, c'est facile. Exactement. Et toi, pourquoi tu n'as pas choisi une facilité? Pourquoi tu as choisi, en gros, La, cette compli- difficulté? Comment s'est passée cette difficulté de se la convertir dans une religion? complexité avec Alors voilà. 613 commandements, c'est vrai que c'est. Alors, comment s'est passée déjà cette conversion dans ton fort intérieur? Tu as appris tout seul ou la démarche, comment ça s'est passé? Parce que tout le monde sait que la conversion au judaïsme est extrêmement difficile. Est-ce qu'il vous rebute un peu pour vous convertir? Il vous repousse un peu au début pour vous convertir? Ouais, c'est très dur. C'est très dur. On peut pas dire que ce soit une mince affaire. C'est justement bon. Alors les sages, ils disent, les sages de la Torah, de la loi orale dans le Talmud, ils disent qu'en fait, il faut repousser un converti 3 fois ou 7 fois. D'autres qui disent 3 fois, d'autres qui disent 7 fois. Et Comme un roseau parfois comme aussi, un le roseau, roseau. ouais, voilà, exactement. Et en fait, donc par rapport à la loi orale, c'est ça. Maintenant, par rapport au niveau de personnel, spirituel, intellectuel, bon, comme moi j'ai dit, j'ai un parcours spirituel comme ça, par rapport à ma mère, par rapport à mon père. Moi, de manière intellectuelle, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai commencé à étudier les textes. En fait, j'ai étudié toutes les religions. C'est pas que je voulais me convertir aux autres religions, mais j'avais une démarche intellectuelle. Très bien. C'est J'ai tout à ton j'ai honneur. lu le Coran, j'ai lu aussi en entier. J'ai relu le Nouveau Testament en entier, j'ai lu Apocalypse, je me suis même intéressé au bouddhisme. Par rapport le bouddhisme, c'est un peu différent parce que j'ai toujours pratiqué les arts martiaux en fait. Mhm. Et donc c'était dans une démarche parce que les arts martiaux s'inspirent aussi de la philosophie bouddhiste au niveau des chakras, au niveau de la respiration, du ki et tout. Donc je me suis un peu intéressé au bouddhisme. J'ai vraiment eu un panel large. Et en fait, oui, j'ai une démarche intellectuelle parce que moi, j'aime comprendre les choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans toutes les religions, il y a du bien, il y a du mauvais. Comme tu dis, on n'est pas là pour faire des polémiques. Même dans l'islam, il y a aussi des très bonnes choses. On est Quand on d'accord, tout à regarde, il fait. y a le soufisme. Bon, après, même si les gens ne sont pas d'accord, les soufistes, on dit que ce sont les mystiques de l'islam. L'équivalent, on pourrait peut-être dire même des Des kabbalistes juifs. kabbalistes, voilà, des kabbalistes juifs. Donc, il y a de très bonnes choses. Et puis la piété, il y a des bons musulmans qui prient avec ferveur avec ferveur et et grand cœur, les valeurs familiales, elles sont communes, on est d'accord, toi et moi, dans les trois religions, dans les 3 religions, ouais. on est d'accord. Et même dans le christianisme, il y a Saint-Augustin, il y a Voilà. Saint-Cyprien, il y a ce qu'on appelle les pères de la foi, Saint Thomas d'Aquin, beaucoup donc c'est large. Voilà. Donc finalement, c'est qu'une question de rituel. Le rituel, la religion, on a tous le même message d'amour, de paix. Exactement. C'est les trois religions monothéistes, et finalement, c'est qu'une question de rituel. Et le rituel, alors, tu l'as appris, comment ça se passe? Parce que le rituel juif est difficile. C'est difficile, ouais. Donc, moi, en fait, comme j'ai dit, je suis plus tourné vers les textes, en fait.
Et D'accord. en fait, moi, ce qui m'avait intéressé par rapport aux rituels, c'est pas simplement les rituels, c'est l'explication. On en avait D'accord. parlé, je sais pas, plusieurs fois. En fait, c'est cette notion-là qu'on retrouve dans le Talmud, c'est le pile-poule. C'est-à-dire qu'on prend une situation donnée et on décortique la situation. Tu vois. Bien Et sûr, d'accord. c'est ce qu'on retrouve un peu dans les brachot. Par Alors, exemple, alors traduis les mots ah d'hébreu pour oui, ceux qui connaissent pas les excusez-moi, bénédictions. les bénédictions. Alors, dans une bénédiction, dans le judaïsme, Oui, il y a toujours un début et une fin. d'accord. En fait, c'est une logique, c'est bien séquencé, en fait. C'est ça que j'aime bien D'accord. dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'on séquence bien les choses, et donc il y a une logique. Il y a une D'accord. logique, et c'est cette approche-là qui m'a intéressé. Parce que D'accord. dans le quotidien, même si les rites peuvent devenir, pas lourds, mais en fait peuvent devenir un quotidien lassant, où on rentre dans une habitude, mais cette manière de toujours comprendre les choses, aller au fond des choses, on retrouve cette essence-là. C'est D'accord. cette essence-là intellectuelle qui m'a vraiment inspiré. Et quand on lit le Talmud, moi franchement j'ai commencé par le Talmud. Je Alors, le préfère le Talmud, les dire. gens ne connaissent pas le Talmud. Le Talmud, qu'est-ce que c'est le Talmud en deux mots? Le, le Tu pourrais Talmud, le présenter le le Talmud. Qu'est-ce que le Talmud. Talmud? Alors le Talmud en fait, ce sont des discussions de sages, si on résume. Hmm. La définition du Talmud, c'est les discussions des sages. Les Tanaïm, en fait, c'est les sages qui sont venus au deuxième siècle, Oui. deuxième, troisième siècle, et donc qui ont discuté sur la loi orale. Alors oui, alors on pourrait, je compléterai Eliezer, tu as totalement raison, c'est une interprétation de la Torah. Les rabbinim discutent entre eux de l'interprétation de la Torah, de Ouais. ce qu'il faut faire ou pas faire, et on le met par écrit, ce qu'on appelle la Mishnah, Mmh. et après il y a les commentaires de la Mishnah, ce Ouais, qu'on appelle la Gemara, la et le Gemara. tout forme le C'est Talmud, magnifique. puisqu'on approfondit On un approfondit. sujet. Alors on pourrait parler par exemple qu'il est écrit dans la Torah, tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère, et le Talmud, la Mishnah dit, bah, si c'est le chevreau dans le lait de sa mère, on va élargir le concept à tout animal. Un animal, on ne mangera plus un animal bébé dans le ventre du lait de sa mère. Donc on séparera le lait et la viande et on extrapole ça. Et c'est ce qui a créé ce raisonnement d'extrapoler une phrase Donc ça produit une phrase. en l'élargissant, en discutant entre rabbinim. D'accord, très bien. Et donc continue. Alors qu'est-ce que tu et donc il m'a semblé que tu avais dit que tu avais appris tout seul justement au début. Tu as appris tout seul. T'as pas eu de maître à apprendre au début tout seul. Au départ, oui, j'ai pas eu de maître Pendant combien de temps? pendant à peu près de 2006 à 2009. 2006 à 2009. 3 ans. 3 ans, ouais. Tu as appris tout 3 ans seul. d'approfondissement, ouais. De D'accord. recherche de De soi. recherche. Ouais. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant parce que, en fait, on se découvre. Moi, j'ai toujours voulu apprendre l'hébreu quand j'étais petit Mhm. parce que je savais que l'Ancien Testament, ça venait du peuple juif. Donc, Les je Gilons de savais la que l'hébreu, Torah. les lois de la Torah, et donc c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi de savoir, d'apprendre à lire. La première fois que j'ai su lire une phrase, un mot, j'étais vraiment le plus heureux vraiment. C'était vraiment un accomplissement pour moi. Et puis il y avait aussi, et puis exactement, j'ai eu l'occasion de, parce qu'à l'époque j'avais pas accès aux librairies, donc j'ai tout fait sur Internet en fait. Au départ, Internet. pendant 3 ans, à l'aide de sites, notamment modia.org. Alors, ça veut dire, excuse-moi, je te coupe la parole. Alors, tu as cité un site très bien, qui est un bon site, media.org. Ça veut dire qu'on peut se convertir. Alors, comme paraît-il, des gens se convertissent à l'islam par ordinateur. Le judaïsme, c'est pareil. On peut se convertir comme ça juste par Internet aujourd'hui. C'est une Oui, liberté c'est une totale. liberté totale. Une liberté Oui, totale d'accéder à des connaissances d'accéder à des connaissances. juste par Internet, sans Juste par personne. Internet, c'est énorme. C'est vrai qu'Internet a fait beaucoup, beaucoup. C'est très Dans intéressant. le judaïsme, même dans d'autres religions aussi. Mais c'est vrai qu'Internet, c'est parce qu'on a accès facilement. On a accès à tout, finalement. Ouais. Surtout moi, à l'époque où j'ai commencé, les librairies, c'était pas toujours évident quand on se convertissait d'aller tout de suite dans une librairie. Pourquoi? Tu avais peur de l'accueil? Ouais, enfin, on a toujours Est-ce que tu l'appréhension. avais de l'appréhension de J'avais l'accueil? l'appréhension parce que je connaissais pas. Je rentre dans quelque chose que je connais pas. Je me Ouais. rentre dans une boutique. Je me suis dit, on va me regarder. C'est normal, l'appréhension, quoi. Donc, j'avais Internet et puis c'était facile d'accès. Et justement, dans tout cet apprentissage, tu as pris 2 ans tout seul et après tu as été suivi par un rabbin, Ouais, j'ai été suivi par un rabbin d'accord, qui a été très bien, qui a été qui était très bien avec moi. Plusieurs D'accord. rabbins m'ont aidé. Ils savent très bien, ils me connaissent. Ils m'ont aidé. Chacun m'a apporté Tu les salues au sa pierre. passage, J'ai s'ils salué au t'entendent. passage, s'ils m'entendent. Ils se reconnaîtront, on Ils va se pas les citer, reconnaîtront. mais On ils va se pas les reconnaîtront. citer. Ils se reconnaîtront des très grands raves à Paris qui sont très connus, qui D'accord, m'ont soutenu, qui m'ont aidé. d'accord. Voilà, dans ma démarche. Et alors justement, une question un peu particulière, parce que tu as un peu une triple casquette, puisqu'on a dit dans le titre de cette vidéo, juif, noir d'origine camerounaise.
d'origine chrétienne camerounaise, et puis converti. Est-ce que tu penses, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que on sait, et tu le décris très bien, que le parcours du converti, et c'est un sujet qu'on réabordera ultérieurement, et d'une manière générale, n'est jamais facile dans le judaïsme, mais est-ce que tu penses, et là, je m'adresse en tant que noir d'origine africaine, est-ce que tu penses que tu as été, français d'origine africaine, tu as été bien accueilli, alors, par tout le monde, comment s'est passé ce rapport? Parce que en juif, on a des clichés sur le juif, on le voit frisé, un peu typé, alors qu'il y a des juifs blonds, des juifs roux, des juifs finalement qui n'ont pas du tout l'air juifs. Parfois, on imagine même certaines personnes qui ne sont pas juifs, malgré tous les clichés antisémites qu'il y en a. Mais toi, est-ce que tu penses que tu as été justement bien accueilli? Parce que finalement, on te voit comme converti. Tu ne te caches pas, tu ne peux pas te cacher dans la communauté juive. On sait que tu es converti quand tu rentres dans une synagogue. Est-ce que tu peux aborder ce thème? Est-ce que tu penses que tu as été bien accueilli? Quel a été ton ressenti? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu, comme tu as dit, l'appréhension? Tu m'as corrigé, tu n'as pas dit peur, tu as dit appréhension. Et est-ce que tu peux parler de cette expérience de ta part? Est-ce que ça pose beaucoup de questions? Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, comme j'ai dit, il y a des choses positives. Effectivement, les vrais rabbins, il y a des rabbins, mais des gens qui connaissent d'abord la conversion, Oui. qui savent ce que c'est que la complexité de la conversion, qui savent la complexité de l'histoire juive, parce qu'en fait, le peuple juif, c'est une histoire. C'est une histoire. Il y a eu des conversions. Abraham était converti. Les premiers étaient convertis. Hébreu qui veut dire Héber, de l'autre côté du fleuve. Voilà. Et donc, c'est de l'autre côté de l'Euphrate. Donc, normalement, c'est Eretz Israël d'aujourd'hui. Oui. Il faut comprendre ça par rapport aux traductions en hébreu. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup des rabbins qui m'ont aidé. Et il y a eu aussi du rejet. Il faut dire, il y a eu du rejet. Tu l'as ressenti comme tel? Je l'ai ressenti comme tel. Il y a eu des phrases qui ont été vraiment malheureuses. Pas par tous les juifs, heureusement, par certains. Par certains. Mais ça laisse des impacts, ça blesse un peu. Ça blesse. C'est même ça touche la confiance en soi en tant que juif. Parce que normalement, quand on est converti, on doit être intégré dans le creuset, dans le creuset du peuple juif. Comme un migré, on dit qu'il y a de tous les convertis dans l'histoire. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, dont son père était converti aussi en Babylone, parce qu'il y a énormément de sages du Talmud qui étaient des fils de convertis. D'accord. Et ça, on l'oublie, le peuple juif lui-même l'oublie, que le peuple juif est un peuple, osons le dire, de convertis. De convertis, exactement. Et je pense qu'on peut le voir dans les types physiques. Les types physiques, exactement. On voit des juifs noirs qui sont d'origine éthiopienne, donc on se dit qu'il y a eu des convertis. Des juifs ashkénazes qui sont blonds et roux, certains bruns, mais ça dépend de tous les types physiques, blonds ou roux, à l'anglaise, à l'irlandaise, voire à l'allemande. Des juifs séfarades qui ont un type très marocain prononcé, ou un type maghrébin, ou même type arabe. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu forcément un apport de convertis au cours des siècles, c'est pas possible. On est bien d'accord, toi et moi, la pureté de la race n'existe pas. Mais alors, par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est ton sentiment à toi quand tu parles de rejet. Visiblement, ça a été dur pour toi. Tu as eu des remarques parce à cause de ta couleur de peau, on ne t'a pas reconnu comme juif. Est-ce que tu voudrais en parler brièvement? Est-ce que tu penses même que c'est un problème aujourd'hui dans la communauté de France? Est-ce que tu veux aborder ce sujet douloureux? Bien sûr, tout en ne stigmatisant pas tous les juifs, c'est important, parce que je pense que tu as eu des bons accueils, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? À toi de me dire tes ressentis. Voilà. Ouais, alors effectivement, je pense qu'il y a deux choses. Je vais aborder sur trois points. Je pense que déjà, il y a le rapport par rapport aux convertis, déjà. C'est-à-dire que, comme on dit, quand on fond peuple, classe et peuple race, c'est totalement deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on a été choisi en tant que peuple et certains pensent que c'est la race, c'est totalement différent. Deuxièmement, après, il y a une... On est d'accord que la race n'existe pas. Oui, on est d'accord. Vas-y, voilà. Oui. Et donc, en fait, ce qui se passe aussi, et la deuxième chose, c'est que moi, je fais un parallèle aussi avec les Noirs, les gens d'Afrique comme moi, qui sont d'origine africaine, parce que je suis français, mais d'origine africaine par mes parents. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est souvent, qu'on fait le parallèle avec le noir et le peuple juif, c'est-à-dire qu'on est victime souvent des clichés dont on a été victime pendant des siècles. C'est-à-dire que c'est vrai que les juifs ont été mis dans des mélards, dans des ghettos, et c'est devenu une pathologie qu'on a intégrée en nous, en fait. C'est-à-dire qu'on intègre qu'on est un peuple à part parce qu'on a été choisi pour une mission divine que Dieu nous a donnée sur terre, mais parce qu'on est un peuple à part, et donc cette marque, elle est restée un peu indélébile dans notre cerveau reptilien. Et donc, en fait, quand des juifs me voient, c'est certains juifs,
en fait, ça leur rappelle ça, en fait. C'est-à-dire parce que moi aussi, c'est marqué sur. C'est un marqueur. C'est-à-dire que ça fait un double marqueur. Et dans le cerveau reptilien, en fait, c'est vrai qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Comment le mec, il est noir et juif, c'est pas possible. Et donc, en fait, il y a un rejet tout de suite, de la part de certains juifs. Et puis, Tu veux dire que ça rappelle leur propre image? leur propre image, ouais. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans un pays occidental où on peut quand on est un juif ashkénaze ou séfarade, pas trop typé, ashkénaze d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, on peut passer inaperçu. Tandis que moi, c'est un nouveau marqueur. C'est-à-dire que je rappelle ce marqueur, en fait. Parce qu'en tant que juif noir, c'est quelque chose qui se voit tout de suite. Donc, en fait, comme aujourd'hui on vit dans une société laïque où les gens sont plus ou moins acceptés, même si les gens qui sont très religieux, ils vivent un peu à l'écart pas à l'écart de la société, mais ils vivent une religion qui fait qu'ils ne sont pas dans le profane totalement. Donc en fait, mais on est quand même dans une société qui intègre les juifs. Voilà, les juifs, on peut travailler comme tout le monde, il n'y a aucun métier qui nous interdit. Et ce marqueur-là, moi, je l'ai en fait. Ce marqueur qu'on nous a mis pendant des siècles, moi, je l'ai de manière double. Donc en fait, de manière noire et juif. Donc c'est quelque chose qui les renvoie c'est une mémoire, c'est une mémoire historique. C'est une mémoire historique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et troisièmement, je pense que par rapport, ça c'est aussi, je pense que c'est très peu, mais ça peut arriver. Certains qui, par rapport on avait parlé le mythe de Cham, parce que l'histoire de Cham. Parlons-en. Alors, mythe de Ram. Ouais, c'est quoi le mythe de Ram? Ram, en fait, c'est quoi? C'est Noé, qui avait 3 fils, Shem, Yafet et Ram. Et un jour, alors la Torah dit, on ne sait pas si c'est Canaan, d'autres disent que c'est Canaan, d'autres disent que c'est Ram. Est-ce que Canaan était noir? Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc, on dit qu'il a vu noir nu un jour, il s'est enivré après les eaux du déluge. Il a planté une vigne et il s'est enivré, il a fait du vin. Il a fait du vin, il s'est enivré. Et donc, il s'est mis nu dans sa tente. Et on dit que c'est Ram ou c'est Canaan, je ne sais pas. Le Rajbam, je crois qu'il dit c'est Kenan Ram qu'il a vu, il a rapporté à Kenan. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, on dit que c'est Ram dans le chat, c'est-à-dire dans l'explication littérale de la Torah. Après, on dit pas la couleur de Ram dans la Torah littérale, on ne dit pas de quelle couleur il est. Mais après, il y a eu des interprétations, sont venues des siècles plus tard, je crois que c'est au 8e ou 7e siècle, qui dit que voilà, Ram, quand il a fait ça, cette faute, il est devenu noir. Alors, est-ce que c'est noir d'esprit ou je ne sais pas? Quoi qu'il en soit, c'est que faut savoir ce qui est terrible, c'est que cette histoire, elle a été reprise par le Vatican bien plus tard, en 1448, par Nicolas V, le pape Nicolas V. Et c'est cette histoire-là qui a justifié l'esclavage, en fait. Donc, c'est une histoire terrible. Ah, l'esclavage, l'esclavage a été justifié. Le pape s'est inspiré de l'histoire de Ram, à qui on a donné une couleur, qu'elle soit de peau ou de moralité, puisqu'il a été maudit, puisqu'il a vu son père nu. Ah, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Donc, en fait, c'est le pape qui a fait ça, c'est le pape Nicolas V. D'accord. C'est très important de le préciser. Et donc, je pense que, donc, comme ça a construit malheureusement la société moderne où on vit, ça a été un marqueur pendant des siècles avec ce qui s'est passé dans la traite négrière. Donc, ça a marqué l'esprit des gens, en fait. Donc, en fait, quand ils me voient, cette histoire de Ram, en plus, c'est une interprétation, en fait. En plus. Tellement. C'est le Midrash. C'est juste une interprétation. Une interprétation. Mais tu ne crois pas qu'elle est. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mille excuses. Est-ce que tu ne crois pas que c'est lié à un contexte d'histoire? Là, tu es en train de nous prouver par A plus B que finalement, les interprétations de la Torah, parfois, elles sont juste, c'est des interprétations humaines qui sont liées à un contexte historique, puisque tout simplement, à l'époque, on ne connaissait pas l'Afrique. Ouais, exactement. Donc, on a dit Ram est noir comme les Noirs d'Afrique, alors que les Noirs, on ne les voyait pas, on ne les connaissait pas, en fait. Ouais. C'est une interprétation comme une autre. Est-ce que tu penses qu'elle a été adoptée par la majorité des Juifs, cette interprétation? Par une partie, pas tout, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le mythe de Cham. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport à certains religieux, c'est vrai que ça peut, dans certains milieux orthodoxes, ça peut prêter à confusion. C'est compliqué. Pourtant, on dit que Tzipora, la femme de Moïse, était noire. Ouais, exactement. La femme de Moshe de Moïse était noire, non? Oui, exactement. Donc, il n'y a pas que Ram, et là, c'est positif, puisque c'est la femme de Moshe. Ouais, exactement. Et la fille de Yitro. De Yitro, tout à fait. Mais est-ce que tu penses que, alors, tu es en train de dire
que tu as vécu des préjugés qui sont nés non seulement par une méconnaissance, mais liés un peu à la religion? Et est-ce qu'il y a peut-être un mauvais enseignement de la religion actuellement en France? Moi, je pense que par rapport à la conversion ou par rapport au fait d'être juif noir? Et alors, c'est vrai que c'est 2 questions qui sont, différentes, mais liées à la fois, ce que tu veux. Alors, moi, je pensais par rapport à la couleur de peau, mais aussi effectivement le converti. Est-ce que tu penses que d'un côté, on accueille mal les convertis en France et de l'autre côté, on accueille aussi encore mal les noirs? Donc en fait, une double méconnaissance et une méconnaissance d'accueil, parce que je pense qu'en Israël, on accueille beaucoup mieux que Ouais, ça les convertis. bien Je sûr. pense, enfin, je ne sais Oui, pas ce que si, tu bien en sûr. penses. Ouais, bien sûr, oui. Tout à fait, Il suffit de totalement. voir l'accueil des juifs noirs éthiopiens en Israël, on les accueille beaucoup mieux, Ouais, exactement. que la communauté française. Mais est-ce que tu penses alors justement que... Justement, je veux Ah, revenir sur ça pardon, parce vas-y, qu'en fait, pardon. parce que justement en Israël, enfin, moi je veux parler par rapport à ça, c'est que d'abord, c'est beaucoup d'Ashkénazes, c'est des Ashkénazes, des pionniers Ashkénazes qui sont venus, qui avaient déjà une mentalité laïque, ils ont été en Europe de l'Est, il y a eu le communisme qui bannissait la religion, donc ils avaient déjà moins une vision religieuse du judaïsme. Donc c'est Plus déjà une chose rationnel, c'est plus vrai. rationnelle. D'accord. Deuxièmement, il y a eu le siècle des Lumières, par exemple chez les Ashkénazes, les Juifs d'Europe centrale. Donc eux, ils avaient moins cette idée de ce rapport par rapport au texte. C'est-à-dire qu'ils ils avaient un recul. Mm. Donc c'est très important ça. Parce qu'on va en parler après, le monde ashkénaze, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a de tout dans le monde. Il peut y avoir des extrémistes, il peut y avoir du racisme, mais il y a aussi une rationalité dans le rapport intellectuel. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, d'ailleurs, parce que dans le monde ashkénaze, comme tu sais très bien, c'est un milieu qui est très talmudique en fait. C'est la différence entre les séfarades et les ashkénazes. Le monde Tu séfarade, ressens une grande ah différence oui, oui, entre les deux? totalement. C'est rien à voir. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme tu vois, D'ailleurs, les gens ne savent pas, c'est Moshe Dayan, qui était d'origine juive ukrainienne par son grand-père, qui a mis en place toute l'opération pour faire venir les juifs noirs. C'est vrai, ouais, Donc, bravo. voilà. C'est vrai, c'est vrai. Les gens ne le savent pas. Mais, Donc il y a une forme de plus grande tolérance chez les Ashkénazes que les séfarades, en c'est fait. vrai. Parce qu'en fait, je pense que les Ashkénazes, ils ont eu cette rêve, d'abord les Lumières, donc, en plus, et en plus, cette réflexion talmudique, parce que, comme on a dit, le Talmud, c'est beaucoup de réflexion. C'est-à-dire qu'on pose des questions sur la religion, on va jusqu'au fond, même des fois jusqu'à trouver des contradictions. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le Talmud. Et donc, cette vision talmudique, ils l'ont gardée, les Ashkénazes, depuis pour les discussions, tout le temps discuter. Et les séfarades, non, tu penses? Les séfarades, c'est plus mécanique. En fait, c'est plus à la règle. C'est-à-dire que c'est les poskim, c'est ça, c'est les grands décisionnaires. Ah, poskim, ouais, les décisionnaires. Les décisionnaires. Donc, d'ailleurs, il faut me voir la loi orale, le Shura Naro, c'est-à-dire la loi de la table du grecier, dont on se sert pour lire, pour le code de pratique de la vie juive, c'est séfarade pour tout le monde quasiment. Parce que même le décisionnaire, le grand décisionnaire Ashkenaz, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, s'est aligné sur le Rabbi Yosef Karo. Il a dit que je préfère que ce soit son. Donc en fait, c'est quoi? C'est les décisionnaires séfarades, Rabbi Yosef Karo, le Roche, tous ces grands raves-là, en fait, après les grands raves qui sont venus après au 19e siècle, au Maroc notamment. Parce que le Maroc a eu un grand judaïsme. D'ailleurs, le judaïsme séfarade dans son entièreté est influencé par le Maroc. Même s'il y a eu des grands rabbins en Tunisie, mais de manière générale, c'est le Maroc qui a influencé. Donc, parce que c'était eux qui étaient en Espagne. Donc tu veux dire que la différence principale, alors, selon toi, entre séfarade et ashkénaze, d'un point de vue religieux, j'entends, c'est que d'un côté ashkénaze très européen, où on aime bien discuter, réfléchir, analyser, et un côté séfarade, où on aime bien pratiquer. Et une halara, j'oserais pas dire sans ne pas la comprendre, puisqu'il y a des séfarades qui sont très critiques, mais qui ont une autre manière d'apprentissage de la religion. Exactement. Et est-ce que tu penses que c'est pas lié justement à la culture orientale, que finalement il y a plus de points communs entre un arabe musulman qui apprend la religion de l'islam et un séfarade qui apprend la religion du judaïsme, qu'un ashkénaze qui est plus chrétien dans la manière de penser, de raisonner? Tout à fait. Et ça se ressent dans la pratique. Ça se ressent. Dans ton point de vue, tu le ressens. Dans la pratique, surtout moi, comme je te l'ai dit au départ, que j'ai aussi lu les textes des autres religions. Oui. Et c'est vrai que dans la manière d'approcher, parce que l'islam, c'est beaucoup dans la loi. Oui. Les textes de loi, c'est la loi qui fait force. Bien sûr. Et chez les séfarades, c'est comme ça. C'est exactement pareil. C'est beaucoup ça. Les deux se copient. En fait, les séfarades et les musulmans orientaux se copient. C'est-à-dire qu'il y a eu l'influence, bien sûr. Les juifs, là où ils sont, ils subissent l'influence. C'est très vrai. Ils subissent l'influence de là où ils sont. C'est évident. D'ailleurs, on sait, les ashkénazes, c'est eux qui ont voulu introduire des chœurs et l'orgue
Oui, dans voilà, les bien sûr. synagogues, Bien sûr. les tenues des Les tenues chassidim, des les rabbins chassidim, orthodoxes, c'est des tenues des aristocrates polonais ou des aristocrates ukrainiens. polonais ou ukrainiens. On l'oublie. Euh, c'est vrai que par rapport à l'histoire, la mémoire, on oublie beaucoup de choses au sein du peuple juif. Oui. D'accord. Mais donc, alors, tu penses que justement, il y a une problématique pour toi. Est-ce qu'il y a, d'une manière globale, si on élargit ton raisonnement, et que tu, personnellement, tu as eu un ressenti difficile dans un accueil difficile, je voudrais en revenir à ça, est-ce que ça pose pas, en microcosme, le rapport à l'Europe et les Noirs notamment, le racisme, si dans la communauté juive, proportionnellement, il n'y a pas les mêmes problématiques du rapport à la couleur de peau, à l'accueil d'un converti qu'on verrait tout le temps. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Quel est ton ressenti de manière générale? Est-ce que tu connais d'autres cas de personnes, peut-être, qui ressentent un manque de chaleur en France? Je ne parle pas d'Israël, qui est très différent. De chaleur en France par rapport aux convertis de... L'expression est peut-être mauvaise, je ne sais pas comment la dire, mais convertis de couleur, et puis dont il y en aura bien sûr, on suppose, de plus en plus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bien sûr. Et moi, on avait parlé de ça, c'est un point que je voulais aborder aussi. C'est, je pense que, justement, comme le judaïsme séfarade est très dans la loi orale et qu'on suit beaucoup les rabbins, les rabbins sont les grands décisionnaires, même si on ne peut plus prendre des takanot, ce qu'on appelle les ordonnances aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le Sanhedrin, c'est-à-dire le juge, le tribunal des juges du Saint-Temple. Mais je pense que, comme on avait dit, le sujet en fait de la couleur de peau n'a pas été abordé dans la halakha, la loi orale. C'est-à-dire que quand on parle des conversions, je sais que le Rambam, il en parle dans les Ilchot Gerim, dans les lois de conversion. Rambam, Maïmonide. Maïmonide, voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, celui qui a écrit le livre des Égarés. Et il a fait tout un chapitre sur ça, mais c'est pas détaillé. C'est pas comme le Shabbat, c'est pas comme le. C'est-à-dire que la conversion, il y a la mémoire historique. Comme on a parlé tout à l'heure, s'il y a des juifs de toutes les couleurs, c'est que, voilà, l'important dans le judaïsme, c'est la transmission qui se fait par la mère ou par la conversion. C'est pas la couleur de peau. Donc déjà, il faut établir ce postulat. Et je pense que déjà, il faut, par rapport, aborder ce sujet-là dans la loi, même dans les discussions. Je pense qu'il faut que les sages ou les rabbins en France, ils en parlent, vraiment franchement. Et je pense qu'il faut aussi parler de la mémoire historique. Donc ça veut dire que expliquer l'histoire du peuple juif, c'est très important. Comment le peuple juif en est arrivé là, autant de diversité ethnique au niveau des couleurs, c'est un peuple magnifique le peuple juif. Il y a des juifs blonds, des juifs noirs, des juifs typés. Comment on en est arrivé là? Finalement, ce que disait Hitler, le peuple juif aussi unifié que ça n'existe pas. Le peuple juif est aussi divers que le monde l'est en fait. Que le monde l'est, voilà. Dans les mentalités, dans la culture. Donc je pense que c'est important, surtout au niveau du judaïsme français, si on veut que les convertis se rendent dans ce creuset-là, parce qu'il y a beaucoup de cas, on va en parler après, sans citer des noms, mais il y a beaucoup de cas de problèmes de convertis, de gens qui vont plus dans les synagogues, parce qu'ils ont peur, ils ont eu des mauvaises réflexions, ils ont eu des chidours qui sont mal passés. Alors, chidours, des rencontres avec des femmes. Oui, qui sont mal passées. Il y a beaucoup de choses. Des Ashkénazes ou des Séfarades qui sont mariés avec des femmes juives noires converties, ou des femmes ashkénazes ou séfarades qui ont des enfants métis. C'est très compliqué. Et je pense qu'il faut qu'on en parle vraiment d'abord, qu'il y ait une discussion, et puis qu'au niveau de la loi juive, on puisse discuter par rapport au texte qu'on a, parce qu'on ne peut plus prendre d'ordonnance, et aborder ce sujet-là, vraiment concrètement par rapport aux lois du Rambam. Qu'est-ce que la Torah, le Talmud dit? Oui, est-ce que le Talmud se prononce par rapport justement aux juifs qui auraient une couleur de peau différente? Est-ce que à ta connaissance, il y a des textes qui parlent de ça? Est-ce que c'est abordé ou pas abordé? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on parle de la conversion, mais ce terme-là, c'est pour ça que c'est important. Il n'est pas du tout abordé, ou très très peu. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Et dans les Israël aussi, il n'est pas abordé. Personne n'aborde ce sujet. C'est pour ça que je dis qu'en Israël, ce sont les Ashkénazes qui sont détachés un petit peu de la religiosité, qui ont pu accéder à cette idée universelle du juif. Que les juifs, on peut les prendre de partout, et c'est ça le peuple juif, pour former la nation juive. Mais au niveau. En s'y opposant finalement, pas en étant dedans à fond. Pas en étant dedans à fond. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe. Au niveau religieux, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas. Et c'est pour ça que le judaïsme séfarade, on a parlé par rapport au judaïsme ashkénaze, en France, il y a cette crispation-là, parce que les séfarades, ils suivent beaucoup la loi orale, et les décisionnaires. Et comme ce n'est pas abordé dedans, donc des fois, je me suis retrouvé même dans des situations où même des religieux, des rabbins, ils ne pouvaient pas me répondre à ma question. Ils
pouvez pas Ils m'aider. n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. C'est pas abordé. C'est pas abordé. Et justement, alors, est-ce que tu crois pas, alors, parce que c'est des très belles choses que tu dis, Eliezer, est-ce que tu penses que c'est pas aussi lié au phénomène que la communauté juive par rapport aux agressions antisémites depuis Bastien Selam, Ilan Halimi, etc. Elle s'est pas repliée sur elle-même. Oui, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un repli communautaire qui empêche toute réflexion et toute ouverture et accueil chaleureux pour des gens qui aillent vers le peuple juif? Parce que paradoxalement, il m'a semblé que j'ai entendu que quand un converti veut se convertir au peuple juif, quand le peuple juif est attaqué, c'est tout à l'honneur d'accueillir un converti qui fait le courage d'aller contre quelqu'un qui est attaqué tout le temps. Encore plus que s'il n'était pas attaqué. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a ce rapport-là, au fait que le peuple juif soit constamment agressé, stigmatisé? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, je pense qu'il y a un lien. Moi, là, par rapport à là, je comprends la communauté séfarade en France qui vraiment, il y a une crispation. Et franchement, par exemple, quand on me voit en tant que noir, c'est. Parce que quand on voit les agressions, on comprend pas. Ouais. On comprend pas. On voit beaucoup d'agressions malheureusement où il y a aussi des gens qui sont noirs de peau qui ont fait ça, qui ont fait ces horreurs-là. Donc quand ils me voient, ils peuvent avoir une peur, une appréhension. Je peux comprendre. Après, par rapport à ça, je pense que je veux prendre un exemple qui s'est passé dans la Torah, qu'on cite dans les commentaires de la paracha de la semaine de Monsieur Eliaou Hassan. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a tout le Pentateuque jusqu'à Devarim, et des fois il y a des histoires qui sont racontées dedans. Oui. Moi j'aimais bien lire il y a 4 ans, chaque semaine je lisais, je fais la Torah chaque jour, la lecture de la montée chaque jour avec Rashi, mais j'aimais bien lire ça. Et il y avait une histoire, ce qui est très connu en Lituanie, ça s'est passé je crois il y a 600 ans, oui je crois c'était au 15e siècle, c'était un converti qui s'appelait Avram Ben Avram. Avram, il s'était appelé Avram et on l'appelait Ben Avram, fils d'Avram, puisqu'en tant que converti. Voilà, comme tu as dit tout à l'heure. Donc on est tous fils d'Avram. Et donc lui, c'était le fils d'un prince, je crois, ou d'un notable lituanien qui était chrétien à l'époque. Il y avait beaucoup de pogroms à l'époque. On sortait de l'Inquisition. Donc c'était terrible. On était même dans la période de l'Inquisition, puisque ça a continué après au 15e siècle, au 16e siècle. Donc on était en plein dedans. Et on lui a donné une sentence, s'il ne renonçait pas à sa conversion, que c'était la peine de mort. Il avait dit, moi je mourrai en tant que juif. Et cette histoire, elle est citée, beaucoup d'Ashkénazes la connaissent. J'ai oublié le nom de ce prince-là, en fait. C'est un notable qui était connu en Lituanie. Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand on lit le commentaire de la paracha de la semaine dans ce jural de M. Eliaou Hassan, que Dieu le bénisse, qui a fait un travail exceptionnel avec ses commentaires de la Torah, c'est lui qui a compilé. Et on dit que dans le monde ashkénaze, c'était un honneur à l'époque, quand il y avait les pogroms justement, d'accueillir un converti. C'était un honneur. Ah, parce que le converti, il se mettait dans les pogroms avec les juifs. C'est pour ça que je parle du monde ashkénaze. Je pense qu'ils avaient ce côté discussion en fait, qu'il n'y a pas dans le monde séfarade, que moi je ne retrouve pas en fait. Ce côté tout le temps discuter. Je pense que quand il y a eu ces problèmes d'antisémitisme et tout ça, on aurait dû mettre ça sur la table. Ouais. Parce que je pense, les gens, tu veux dire qu'ils se sont crispés trop vite. Ils se sont crispés, oui, ils n'ont pas voulu en parler. Ils n'ont pas voulu en parler, voilà. Et donc, ils se sont braqués, quoi. Et voilà, ce que je peux comprendre d'un côté. Et voilà, parce que à cette époque-là aussi, j'ai vu, même moi quand j'ai commencé ma conversion, il y a eu tous ces horreurs-là qui sont passées. Et moi, j'arrivais dedans aussi, tu vois. Donc, je comprends aussi qu'il y a peut-être eu cette peur-là. Et si on discutait vraiment que voilà, non, il y a des juifs noirs et qui sont là, et on peut comprendre qu'il y ait de l'appréhension quand on voit un noir qui vient dans une synagogue. Je pense qu'on aurait dû en parler. On aurait dû en parler pour exorciser, pour que les gens puissent en parler. Parce que effectivement, il n'y a pas de, il y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il y a des juifs noirs qui viennent dans les synagogues, qui sont là, qui prient, qui sont en cours de conversion, qui ont fait déjà leur conversion. Des juifs qui sont noirs par leur père, juifs par leur mère, séfarade, ashkénaze. Il n'y a pas de problème. Tous les noirs ne sont pas des antisémites, ou il y a des noirs juifs, il y a de tout. Je pense qu'il aurait fallu en discuter. Et puis, c'est des sujets qui n'ont pas été abordés. Je pense, comme on parlait, le monde séfarade, c'est un milieu très... c'est les Mélahs. Il y avait les quartiers juifs dans l'Afrique du Nord. C'était le statut d'Imi, tu vois. Ils ne pouvaient pas bouger, donc ils ont gardé cette mentalité. Elle est restée malgré tout. Elle est restée malgré l'identité française. L'identité française, elle est restée. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu es en train de dire que finalement, quoi qu'on en dise, même si on a beau être français,
noir français, juif français, tout ce que tu veux, eh bien, on ramène quand même des côtés culturels quand même dans les comportements. Dans les comportements, et que les séfarades ont gardé ce côté un peu oriental en eux, certains, pas tous évidemment, la première génération ou peut-être la deuxième, mais il est resté quand même des côtés orientaux, comme les Ashkénazes ont gardé des côtés un peu ultra-européens de l'Est, d'une manière indirecte. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. Tout à fait. La Mélar, parce qu'il faut se rappeler que la Mélar ou le Shtetl, c'était pas des ghettos, mais des petits villages juifs. C'est vrai que la vie juive était dans ces deux cas, et encore plus dans le monde ashkénaze, très très dur. Mais on a gardé en fait des traits culturels et des traits de comportement qui sont restés finalement. Exactement. Et comme on a dit tout à l'heure, qui sont peut-être beaucoup plus proches de la culture marocaine ou maghrébine que la culture juive des Ashkénazes d'Europe. Intéressant. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi des différences d'ordre social, par exemple, des clivages sociaux au sein même de la communauté juive selon l'endroit où tu habites? Oui, ça joue aussi, bien sûr. Selon les beaux quartiers, pas les beaux quartiers. Oui, bien sûr. Le désir de l'identité française n'est pas le même. Est-ce qu'il est le même à Sarcelles, par exemple, ou en banlieue, que dans le 8e ou le 15e arrondissement de Paris, tu penses? Ou est-ce que c'est pareil? Moi, je pense que c'est pareil. De manière générale, en fait, moi, j'ai l'habitude de dire, alors là, je sais que c'est pas une pensée de gauche française, je pense pas que le déterminisme intellectuel est déterminé par le social, toujours. Je pense pas. Moi, c'est pas forcément mon idéologie. Il y a des gens très très bien qui viennent de quartiers populaires, qui ont fait des études, mais qui vivent dans les quartiers populaires parce que leurs moyens, ou bien parce qu'ils trouvent ça bien, ou bien à côté dans une zone pavillonnaire. Je pense que le milieu séfarade est vraiment marqué par ça. Moi, je le vois vraiment. Marqué par quoi, tu veux dire? Marqué par ce truc. C'est pas, ils sont attachés, en fait, ils pensent que c'est la tradition. Ils sont attachés à ça, la tradition, très communautaire, c'est-à-dire séfarade. Culturellement, selon leur pays d'origine, Maroc, Tunisie, égyptien, voilà, c'est algérien, marocain. Marocain, d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Lui, il est tunisien, lui, il est algérien, lui, il est marocain. Les clivages nationaux. Oh, il y a beaucoup de ça chez les séfarades, beaucoup. Alors, je vois même pas vraiment l'intérêt, moi, vraiment personnellement. Le Maghreb, c'est 3 pays. Je vois pas. Bon, après. Bon, les Égyptiens, c'est autre chose. Moi, c'est plutôt des Mizrahiens, les Égyptiens. Ouais, les orientaux. On appelle ça des Juifs orientaux. Les orientaux. Mais c'est vrai que et en fait, donc, quand ils voient un converti, je vais revenir par rapport à ça, ils trouvent ça bizarre. Parce que eux, tu viens dans leur propre vie, en fait. Ils comprennent pas, ils voient eux, ils sont déjà dans leur rite, ils se disent, mais le mec, il vient, qu'est-ce qu'il va venir prendre chez nous? Il est fou. Qu'est-ce qu'il va venir prendre chez nous? Il est fou. Tu vois, c'est un fou, le mec. Le mec, il vient, nous, on est Marocains, qu'est-ce que tu veux venir chez nous, dans notre rite? Tu peux pas être comme nous. Alors, tu es en train de dire qu'en fait, toi, en tant que converti, tu es le miroir de juifs qui veulent rejeter un peu ce qu'ils sont, et toi, en te convertissant, en allant vers leur côté, à la fois culturel et religieux, tu leur rappelles ce qu'ils sont. Voilà, et c'est pour ça que tu penses que le converti, pas que noir, alors dans ce cas-là, est pas le mieux accepté du monde, parce qu'il rappelle à ces juifs qui sont juifs. Exactement. C'est ça. Très intéressant. En fait, tu es plus juif que certains juifs dans ta conversion. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Moi, je pense que oui, quand tu dis ça. Parce que c'est-à-dire que dans le sens où je fais l'effort, par exemple, de connaître les minagis marocains. Moi, les minagis de tradition, les coutumes tunisiennes. Vraiment, par exemple, chez moi, j'ai l'Aléadas. Je l'ai étudié beaucoup pendant 2 ans. Oui. J'ai étudié aussi. C'est vrai qu'il y a moins de rives. Les livres de halachot marocaines, je les connais pas très très bien. Je connais plutôt la Aledas et les minagim tunisiens. J'ai fréquenté beaucoup de Tunisiens. Bien sûr, d'accord. Mais les Marocains, tu es tunisien d'adoption. Ouais, je suis tunisien d'adoption, voilà, on va dire. Tu es de rite séfarade tunisien. Tunisien, ouais. D'accord. Et voilà quoi. Mais est-ce que tu crois pas, on va bientôt clore le débat, est-ce que tu crois pas que tu es en train de dire aussi que dans la culture, alors pas qu'à séfarade, peut-être ashkénaze aussi, je ne sais pas, pour quand même mélanger tout le monde, mais que certaines personnes confondent culture, tradition et religion. Parce que finalement, on ne confond pas tout ça. Parce qu'à t'écouter, moi c'est ce que je crois personnellement, mais à t'écouter, je pense que oui. Ouais. Parce qu'ils ne confondent pas. Alors il y a le côté minagim, comme tu dis en hébreu, qui veut dire le côté coutume, et le côté religieux qui sont deux choses différentes. Et le rapport au converti apparaît en plein dedans. En plein dedans, voilà, exactement. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir, pour clore la conversation, si par exemple tu rencontrais quelqu'un, un Français, un noir français, quelle que soit son origine n'est pas importante, qui veuille se convertir au judaïsme, est-ce que tu penses que tu l'encouragerais? Comment tu transmettrais toi
parce que je vois que tu as une grande foi dans le judaïsme, une grande pratique, une grande ferveur religieuse, ce qu'on appelle en hébreu une émouna. Qu'est-ce que tu transmettrais? Est-ce que tu l'encouragerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu penses que pour toi, ta judaïté, ton judaïsme, est-ce que tu le partagerais avec quelqu'un qui aurait le même parcours que toi par la suite? Excuse-moi pour cette question, peut-être. Ouais, tout à fait. Faut savoir que ça m'est déjà arrivé des gens qui sont rentrés en contact avec moi, des Noirs qui veulent se convertir. J'en connais un bon paquet, on va dire, Oui. qui me contactent. Des fois, je suis en contact avec eux. Là, un petit peu moins avec le Covid, mais pendant ces 5 ans, j'ai été régulièrement en contact avec des Noirs de France qui sont convertis, d'autres qui l'ont eu là, d'autres qui sont encore en cours. Et c'est vrai que moi, ce que je pourrais leur donner comme conseil, c'est déjà d'apprendre l'histoire juive. Parce que moi, ceux qui m'ont formé au consistoire, moi, mon rabbin, il m'a toujours dit qu'un bon juif, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire juive. Parce que tous les juifs sont des bons historiens. Hein, parce que, en fait. Quoi qu'il y en a beaucoup qui oublient leur histoire. Malheureusement. Et c'est ça le parce problème. Parce que le rapport au converti, finalement, on oublie sa propre histoire. Sa propre histoire. Voilà, déjà, par rapport aux peuples qui sont venus dans le peuple juif, on a parlé des Magyars, on peut parler des Magyars qui sont convertis, des Hongrois, des Slaves. Il y a eu les Khazars, les Molokans, il y a eu l'histoire des Molokans et des Chubotniki. Les Chubotniki, bien sûr. Qui sont des Russes convertis au judaïsme. Donc, voilà. Donc, je pense que déjà, il faut apprendre l'histoire du peuple juif. Qui est très diverse, très complexe. Et quand on a ce rapport par rapport à l'histoire, on sait où on va, en fait. Parce que on n'a plus ce complexe. Ce complexe, il vole en éclats. Parce qu'il y a toujours le complexe du converti. On rentre dans le judaïsme, c'est pas évident, c'est une religion compliquée, il y a déjà des gens qui sont installés dans leur tradition. Mais moi, ça m'aide parce que quand je connais l'histoire du peuple juif, je sais par la diversité par laquelle on est passé, ça peut plus m'atteindre ça parce qu'en fait, je sais que d'où vient le peuple juif, comment il a évolué. Et donc, je pense qu'en fait, il faut que chaque converti, chaque juif noir qui veut se convertir ou autre, français ou allemand, il faut qu'il apprenne l'histoire du peuple. C'est très important, vraiment. Il y a des livres qui sont sur ça, des livres en hébreu d'historiens en Israël qui écrivent sur l'histoire du peuple juif, très important. Et je pense qu'effectivement, c'est ça, la base. Moi, c'est ce qu'on m'a donné au consistoire. Et j'avais l'éphéméride de l'année juive. Bon, c'était par rapport à l'année juive, qui ont été écrits par je crois, le docteur Samuel, qui est un astrophysicien et un mathématicien. Il enseigne les mathématiques appliquées, c'est un astrophysicien. Et c'est ça, c'est important, c'est de connaître l'histoire. D'accord. Après, au niveau de la pratique, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, vas-y. La pratique après, faut toujours comprendre. Moi, je pense que chaque converti, après, il y a des décisionnaires qui disent que quelqu'un qui est en cours de conversion, il ne peut pas apprendre le Talmud. D'autres qui disent que oui, la plupart disent que oui. Moi, je pense qu'un converti doit beaucoup étudier le Talmud. Je pense que c'est important parce que ça lui donne une vision de la religion où il comprend ce qu'il fait. Parce que dans le judaïsme, il ne faut pas faire de manière mécanique. Il faut aussi comprendre ce qu'on fait. Voilà, c'est les deux branches, la réflexion. C'est les deux branches que moi, je pourrais dire que je pourrais conseiller à un converti, quelqu'un qui veut venir dans le judaïsme, d'apprendre l'histoire juive et d'aller vers une vision talmudique, c'est-à-dire de sa pratique, comprendre ce qu'il fait. Aller dans la discussion, comprendre pourquoi je mets les téfilines, pourquoi je fais le schéma, il faut comprendre. C'est important de comprendre ce qu'on fait. Bien sûr. Ce qui manque dans beaucoup de religions, beaucoup de gens, finalement, aujourd'hui, font de manière mécanique. Et pas que la religion juive, toutes les religions. Il ne faut jamais faire sans de manière comprendre la profondeur. Jamais faire. Bien sûr. Jamais faire comme ça. Finalement, tout ce que tu dis, je trouve c'est très messianique parce que tu poses la question du juif au converti, du juif à l'Afrique. Et est-ce que tu ne crois pas que tout ça, finalement, c'est très messianique et le peuple juif est lié à toutes ces traditions d'accueil, d'ouverture dont il manque aujourd'hui cruellement, et que le Mashiach ou le Messie ou le monde ne sera sauvé que si le peuple juif est ouvert. Qu'est-ce que tu en penses? S'il se ferme, le monde ne peut pas être sauvé. D'une certaine manière, pas que les juifs, je parle des chrétiens, des musulmans, tout à fait. Dans une espèce de cumuliste d'ouverture de toutes les religions. C'est ça qui est messianique, finalement. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a un rav que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît sur Internet, qui est d'ailleurs dans cette démarche-là, qui est connu en Israël, que tout le monde connaît. Il est beaucoup attaqué sur ça, mais moi, je le soutiens parce que c'est un rav. D'ailleurs, je l'ai vu en Israël quand je vais en Israël et je le vois souvent. Et c'est un rav qui, lui, il a compris ça, en fait. Il a compris totalement ça. Et effectivement, je pense que l'ouverture du peuple juif sur le monde,
ça peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique parce que le peuple juif a toujours apporté au monde. Il apportera encore La lumière, de de la lumière, de la connaissance, du partage. Il a apporté le Dieu unique. Dieu unique, voilà. Et donc, je pense que c'est important d'être dans cette ouverture-là. Et je pense que voilà, en France, il y a un travail. Moi, je pense que sur la discussion, déjà, sur des thèmes très importants qu'on a abordés ici, il faut discuter, il faut débattre. Moi, j'espère que cette vidéo, elle sera vue, que les gens vont en parler, qu'ils vont débattre. Amen. Voilà, donc ça ne peut être que bénéfique. Le débat, la discussion, ça peut être que bénéfique. On espère. Merci beaucoup, Eliezer, pour cette interview très intéressante et très stimulante. Et je te dis à très bientôt.